Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus. C'est la première séance de cette communauté Hamza. J'espère qu'elle ne sera pas la dernière. On essaiera de développer une discipline. L'idée du sujet d'aujourd'hui, c'est la pensée systématique dans Scrum. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, c'est que la pensée systématique est évidemment utilisée dans la conception de Scrum. Mais elle est beaucoup de fois absente dans l'implémentation de Scrum. Quand on va prendre par exemple un PSM ou un CSM certificat, on ne nous parle pas de la pensée systématique. Euh, alors, beaucoup de Scrum Masters ou d'organisations croient qu'ils peuvent implémenter Scrum sans avoir retour à ces principes ces premiers principes qui sont utilisés pour la conception. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une petite courte euh, discussion sur la pensée systématique et comment ça s'applique à Scrum. Évidemment, c'est un sujet qui est très large, donc on va se focaliser un peu sur le concept d'équipe et spécifiquement ce qui m'intéresse le plus parce que je vois son absence dans la plupart des organisations avec lesquelles euh, j'ai réagi. C'est que le concept de cross-functional team n'est pas nécessairement présent de la façon dont Scrum le recommande. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut commencer. Oui, Alors, Ouais, c'est OK pour moi. OK. Donc, euh, une petite introduction, juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec Scrum. C'est quoi Scrum? En fin de compte, c'est un framework, on dit un lightweight framework, qui n'est pas complet. C'est ça ce que le guide dit, le framework n'est pas complet. Donc, l'idée, c'est qu'on a besoin d'autres choses pour pouvoir l'implémenter correctement et dériver de la valeur. Effectivement, ce qu'on doit capter, c'est qu'on a une équipe qui a trois rôles, un Scrum Master, un Product Owner et un développeur. L'équipe doit pouvoir développer de la valeur indépendamment. Et c'est là d'où vient le concept de cross-functional team. Et il y a un procès, ce dont on décide quelles sont les tâches à faire, quel est l'objectif à suivre et tout ça. Donc, s'il y a un grand intérêt à Scrum, on peut essayer d'avoir un deep dive dans chacun des éléments en utilisant la pensée systématique pour dire qu'est-ce qu'un sprint goal, qu'est-ce qu'un product goal, comment tout se relie, comment on s'assure que l'équipe est en train de travailler pour le bien de l'organisation et non pas que les équipes sont en train de euh, s'agacer entre eux. Donc ça, c'est juste l'idée, c'est une façon de s'organiser qui donne à l'équipe la permission de travailler d'une façon un peu plus autonome et au même moment, il donne un peu de visibilité pour le management sur comment se déroulent les procès du développement en termes de increment chaque sprint. La deuxième partie, c'est quoi? Un système. Et un système, on dit un système éducatif, on dit un système pour une organisation, on dit un système de transportation, on dit un système digestif. Ce sont tous des systèmes. Donc, on essaie d'avoir une description, une identification qu'on va utiliser pour le reste de cette discussion. C'est qu'un système est compris de au moins deux ou plus d'éléments qui sont interconnectés. Si ces éléments ne sont pas interconnectés, donc on ne peut pas parler d'un système. Et l'autre attribut, c'est qu'ils doivent avoir un objectif commun. Ça veut dire, euh, j'ai un verre, par exemple, et j'ai un téléphone mobile. Ce sont deux choses qui sont peut-être interconnectées maintenant, mais je ne peux pas penser pour le moment à un objectif commun que les deux servent. Donc, je ne peux pas parler d'un système. Pour parler d'un système, on doit avoir plus qu'un élément. Ils doivent être
interconnectés et ils doivent avoir un objectif commun. Et l'idée de cette discussion, évidemment, c'est que l'équipe, on peut penser à l'équipe comme un système et ça va nous aider. Mais au premier, quelles sont les propriétés des systèmes? Un système, il a une propriété de wholeness. Ça veut dire qu'on a besoin de la totalité du système pour délivrer de la valeur. Par exemple, si on dit qu'une voiture est un système qui nous aide à se transporter de A à Z, on a besoin de la totalité de la voiture pour pouvoir se transporter. On ne peut pas se transporter en utilisant le volet tout seul, ou en utilisant les chaises tout seul, ou en utilisant les roues tout seul. Il doit y avoir un concept d'interdépendance. Ça veut dire que ce qu'une part du système fait doit avoir un effet sur la totalité du système. Ce que la roue est en train de faire a un effet sur toute la voiture. Ce que la chaise est en train de faire a un effet sur toute la voiture. Ce que le volet est en train de faire a un effet sur la totalité du système. Il doit aussi y avoir une propriété d'émergence. Ça veut dire que quand on prend ces pièces isolées et on les met dans un système, ils doivent pouvoir avoir des propriétés qui ne sont pas visibles quand on a les pièces séparées. Quand on prend une voiture et on la découpe, on peut avoir toutes les parts, mais la propriété de transportation n'existe pas. Donc, c'est une propriété qui émerge à cause de la connexion de toutes les parts de la voiture. Et la quatrième propriété, c'est purposefulness. Ça veut dire il y a un objectif commun. On ne va pas ajouter quelque chose dans la voiture qui va faire en sorte que se transporter de A à Z devient beaucoup plus pénible. Chaque chose qu'on va ajouter dans le système a pour objectif d'accomplir la finalité ou la purpose de la totalité du système. Euh, Est-ce que c'est clair un petit peu pour le système? Vous avez des questions? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, c'est OK. Ok. Je passe assez vite pour qu'on ait plus de temps pour les discussions. Donc, l'idée maintenant, si on veut penser à l'équipe comme un système, la plupart des organisations, le défaut, c'est de penser aux individus qui sont dans une équipe. Et c'est nécessaire de faire ça, mais il ne faut pas stopper ici. Les individus tout seuls ne font pas un système. On a besoin d'avoir les connexions entre les individus. Chacun des individus qu'on est en train d'ajouter dans l'équipe ont une connexion. C'est utile pour nous de savoir comment cette connexion existe, quelles sont ses propriétés, est-ce qu'elle est dans un état qui est healthy ou est-ce qu'il y a quelque chose à régler. Et l'équipe doit aussi avoir un objectif commun. Si on a une équipe qui n'a pas nécessairement un objectif commun, ce qu'on a, ce sont des individus qui ne sont pas nécessairement en train de parler, de travailler vers la même direction. Donc, l'équipe a les mêmes attributs. On a des parties qui sont des individus. Ils sont interconnectés parce qu'ils travaillent ensemble ou il y a une supposition qu'ils vont travailler ensemble. Et d'habitude, quand on est en train de créer une équipe, elle a un objectif commun. Donc, si on est dans le cas où on veut créer une équipe et on veut utiliser la pensée systématique pour créer une bonne équipe. Donc, les questions qu'on doit se poser, c'est que est-ce que on a besoin de la totalité de l'équipe pour fournir la valeur qu'on est en train de dire que cette équipe va nous fournir? Des fois, dans beaucoup d'organisations, on peut avoir une équipe de back-end developers, par exemple. Euh, Dans une organisation où la valeur est de résoudre des problèmes pour des utilisateurs internes ou externes, le back-end code ou le front-end code ou le design même, tout seul ne produit pas nécessairement de valeur. Donc, c'est mieux d'avoir une cross-functional team. Mais dans beaucoup d'organisations, il y a cette séparation d'après les disciplines. Donc, si tu as une équipe qui est en totalité compromis de back-end developers, donc ça sera un peu plus difficile de dire que j'ai besoin de la totalité de l'équipe pour dériver de la valeur. Parce que
Des fois, chaque développeur indépendamment peut fournir la même valeur que l'équipe dedans. Parce que tu es en train de diviser l'équipe en termes de fonctions et non pas en termes de résolution de problèmes. Interdépendance. Quand j'ajoute quelqu'un dans l'équipe, est-ce que je me suis en train de dire que ce que cette personne-là ou ce que ce rôle-là est en train de faire dans l'équipe aura un effet sur la totalité de l'équipe? Si la question c'est non, c'est peut-être que je suis en train d'ajouter quelqu'un qui ne sera pas vraiment, réellement partie de l'équipe. Il sera isolé de la plupart des discussions. Quand on est en train d'ajouter quelqu'un, il faut avoir une conception que voilà l'effet qu'il peut avoir sur la totalité du système ou sur les autres membres de l'équipe. Le concept d'émergence, c'est là l'élément clé qui vraiment dit qu'on a besoin de cross-functional team. C'est l'idée que l'équipe soit capable de faire quelque chose que les individus tout seuls ne peuvent pas le faire. Dans un cas où on a une équipe de designers ou une équipe de testers ou une équipe de back-end developers, la plupart du temps, chacun de ces individus est capable de produire la même valeur que l'équipe est capable de faire. La seule différence, c'est la quantité de cette valeur ou la quantité des tâches qu'on est en train de faire. Mais quand on a une cross-functional team, c'est là où on dit on est en train de résoudre un problème. On ne peut pas résoudre ce problème juste en utilisant un design. On ne peut pas résoudre ce problème juste en utilisant du code. On ne peut pas résoudre ce problème juste en utilisant du test. On ne peut pas résoudre ce problème juste en utilisant du déploiement. On ne peut pas résoudre ce problème juste en utilisant du sales ou du marketing. On a, la plupart des fois, besoin de la totalité de tous ces skill sets pour pouvoir vraiment résoudre ce problème. Donc, c'est qui, quand on est en train de décider quelle équipe on va créer ou comment on va créer, d'essayer de créer une équipe d'une façon qu'il y a des propriétés qui émergent de cette combinaison d'équipes. Sinon, on est en train de perdre l'une des plus grandes valeurs de l'équipe. Et la quatrième, c'est purposefulness. Est-ce que l'équipe a un objectif commun? Quand on a des fois, dans des organisations, on peut avoir une équipe qui a un back-end développeur, un front-end développeur, un designer, mais dans l'évaluation qu'on va utiliser dans l'organisation, on va évaluer le back-end developers basé sur combien de travail il a produit en back-end code. Et on va évaluer le designer basé sur combien de design il a contribué à l'équipe. On va évaluer le testeur basé sur combien de tests ils ont pu accomplir ou implémenter. Dans ce cas-là, chacun des individus dans cette équipe a un objectif qui est un peu différent de ce que l'objectif de l'équipe est. Et ces objectifs, des fois, peuvent être une intersection. Ça veut dire, si je suis jugé par la quantité, si je suis évalué par la quantité de travail que je suis en train de faire, si la discussion nous mène vers une solution qui n'a pas besoin du travail que je peux faire, je ne serai pas très d'accord avec cette direction-là parce que je sais que même si ça va effectivement résoudre le problème d'une meilleure façon, ça va avoir un impact négatif sur moi en tant qu'individu dans l'équipe. Donc ça, c'est quand on est dans une situation où on veut créer une équipe, c'est ça les choses qu'on peut prendre en considération pour choisir une équipe qui va nous délivrer beaucoup plus de valeur. Mais la situation où on se trouve la plupart du temps, ce n'est pas une situation où on est en train de créer une équipe, c'est une situation où on a déjà une équipe et on veut travailler avec l'équipe. Et là, je crois que beaucoup de Scrum Masters, ils prévoient ou leur expérience, c'est que les développeurs, par exemple, ne sont pas très engagés dans le sprint planning, ne sont pas très intéressés dans les rétrospectives, euh, n'aiment pas vraiment les daily stand-up. Il y a beaucoup d'organisations où c'est le cas. Et le premier instinct pour les Scrum Masters, les nouveaux Scrum Masters, c'est d'essayer de résoudre ce problème, d'essayer de les motiver. Mais pour moi, la première question, c'est se demander est-ce qu'on a vraiment un système? Parce que beaucoup de ces cérémonies dans Scrum,
ils sont là pour optimiser l'interaction d'un système. Si on n'a pas ce système, si je suis en train de travailler d'une façon indépendante, donc j'ai beaucoup moins je donne beaucoup moins d'importance à mes connexions à mes coéquipiers parce que c'est pas nécessaire pour moi de savoir ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir accomplir ma tâche. Leur tâche ne va pas avoir aucun effet sur mon travail. Donc, je suis pas très intéressé de savoir l'actualité de ce qu'ils sont en train de faire puisque ça n'a aucun effet sur moi. Donc, l'étape qu'on peut essayer de faire, c'est que, OK, on a une équipe, on essaie, on- évidemment, on identifie les éléments qu'on a dans l'équipe. Une fois qu'on a identifié les éléments, euh, utiliser la pensée systématique, c'est effectivement identifier les connexions. Donc maintenant, on doit essayer de parler de connexion. Quelle est la connexion entre le développeur et les testeurs? Est-ce que c'est une connexion qui est two-way ou est-ce qu'il y a une connexion d'une one-way connection ou est-ce qu'il y a multiples connexions? Quels sont les genres de collaboration que chaque élément dans mon système est en train d'avoir avec les autres? Si on essaie d'identifier ça, on ne peut pas le faire dès le début avec une équipe. Ça demande du temps pour observer l'équipe et pouvoir avoir des idées sur les connexions possibles. Mais quand on exige cette définition, par exemple, le testeur, quelle valeur est-il en train d'ajouter aux développeurs dans leur interaction? Si la réponse est il n'y a pas, il n'y a aucune valeur que le testeur me donne en tant que développeur, donc effectivement, c'est évident que le développeur aura une résistance à s'engager avec le testeur d'une façon répétitive dans le sprint planning, dans le rétrospective, parce qu'il ne voit pas qu'il y aura de valeur. S'il y a une connexion entre le front-end et le back-end, c'est la même chose. Des fois, le designer est peut-être un peu séparé de tout le monde. Donc, il est possible que personne dans l'équipe ne voit cette connexion. Ça, je ne suis pas en train de dire que ça, c'est la situation idéale, mais c'est juste une situation qui est possible. Donc, si tu identifies que tu as un membre, un élément dans l'équipe, que personne dans l'équipe ne voit une valeur dans la connexion avec ce membre-là, c'est ça le problème à résoudre. Le problème à résoudre, ce n'est pas les encourager à faire du daily ou à faire du sprint planning, c'est essayer d'identifier quelles sont les connexions, quelles sont les valeurs ajoutées de cette connexion avec cette personne-là. S'ils réalisent qu'il y a de la valeur, donc eux-mêmes vont essayer d'optimiser la façon dont ils sont en train de communiquer avec cette personne-là. Et la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas une bonne chose à faire dès le début avec une équipe, spécialement si c'est une nouvelle équipe et vous êtes un nouveau Scrum Master, c'est qu'il y a des fois que l'équipe sera un peu bloquée. Tu leur dis, le testeur, quelle est la valeur qu'il va prendre de son interaction avec le designer. Et peut-être parce qu'ils ne sont pas engagés, peut-être parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ne vont pas vraiment vous donner des suggestions. Dans ce cas-là, ça va vous servir bien en tant que Scrum Master d'avoir des exemples où des interactions entre les testeurs et les designers ont ajouté de la valeur à l'équipe. Que c'est pas du vécu de l'équipe, mais c'est pas quelque chose qu'ils percevaient, c'est pas quelque chose à quoi ils pensaient. Et donc, c'était beaucoup plus facile pour eux d'ignorer cette connexion que d'essayer de la cultiver un peu plus. Pour ce diagramme, j'ai utilisé Kumu. C'est un bon outil qui est free pour System Modeling, mais vous pouvez aussi utiliser Miro ou n'importe quel whiteboard tool. Je préfère des choses comme Kumu parce que c'est un peu plus limité, donc euh, ça m'engage justement juste avec la pensée systématique. Sinon, quand c'est Miro, il y a beaucoup d'autres distractions qu'on peut créer, des templates et des choses comme ça. Donc, il y a moins de focus pour moi. Et donc, avec ça, on vient à la fin de ma présentation. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est
semblable à votre expérience que j'étais en train de décrire sur les résistances ou les dynamiques d'une équipe. Est-ce que vous voyez une valeur d'essayer de modeler ça en utilisant la pensée systématique? Donc, c'est à vous la parole. Oui, Hicham, merci pour cette présentation. Oui, Oui. En fait, tu as parlé plus du côté Scrum par rapport à ce problème systémique, mais je le vois plus sur toute l'organisation. C'est-à-dire pas que les développeurs et les testeurs. Donc vraiment, tu as mis le doigt à un point qui fait mal entre toutes les entités, tous les départements. Entre les, euh, les infographistes, là, avec les marketeurs, les chefs de produits, les développeurs, que entre le marketing, par exemple, et l'équipe de développement, avec toute l'agilité qu'ils ont, les frameworks Scrum, etc. Mais ils ne voient pas l'intérêt. En fait, on voit toujours le marketeur qui lui demande de faire des choses, mais le développeur, à la fin, il ne voit pas l'intérêt. Pourquoi il fait ça? Il n'a jamais ce retour d'expérience par rapport aux points positifs ou négatifs ou les frustrations du client. Donc, le développeur, il est juste en train de coder, de livrer, mais il voit pas finalement pourquoi. C'est pour ça, des fois, on voit c'est des difficultés ou une rigidité entre les deux départements parce que les développeurs, ils pensent que finalement, les marketeurs, ils font juste que demander des choses. Ils n'en finissent pas. Voilà, ils sont tout le temps en train de demander. Donc, c'est vrai que tu l'as évoqué côté Scrum, mais moi, je l'ai vu un peu par rapport à certaines expériences vécues et certains conflits. ok. Après, bon, après reste à inculquer ce mindset chez les gens. Ouais. Moi, je recommande System Thinking partout. J'ai essayé de me focaliser sur l'équipe Scrum dans cette présentation, mais tu as effectivement raison. Euh, D'ailleurs, il y a deux différents types de pensée qu'on en a besoin pour pouvoir produire de la valeur, une pensée analytique et une pensée systématique. Une pensée analytique, quand on essaie de creuser dans la chose. Donc, par exemple, je veux comprendre le développement, ça veut dire je veux comprendre le front-end et je veux comprendre le back-end. Je veux comprendre le back-end, ça veut dire je veux comprendre le database, je veux comprendre le deployment, je veux comprendre les API. Donc, on peut essayer de creuser le plus, jusqu'à ce qu'on arrive à une atome au niveau de notre travail. Ça, c'est la pensée analytique et on en a besoin. On n'a pas de développeurs qui sont compétents sans qu'ils utilisent de la pensée analytique. Donc, on a besoin de ça. La pensée systématique, c'est exactement la différence. Je veux savoir le rôle d'un front-end développeur, je ne creuse pas dedans. J'essaie de voir à quoi on utilise le travail de ce front-end développeur. Ah, on l'utilise pour l'intégrer avec d'autres codes pour pouvoir réaliser une application qui est en train de résoudre le problème de quelqu'un. Donc, on est en train d'aller au... chaque chose qu'on est en train d'analyser existe dans un système qui est un peu plus grand. Et ce système-là, qui est pour nous, par exemple, le produit ou l'équipe, existe dans un système qui est un peu plus grand, qui est l'organisation, par exemple. L'organisation, il existe dans l'industrie. L'industrie, il existe dans le pays. Le pays, il existe dans le monde. Donc, il y a toujours un état plus haut, il y a toujours un état plus bas. C'est à nous de savoir quel est le level of granularity, je ne sais pas comment le dire en français, mais quel est le degré de détail nécessaire pour nous pour améliorer la valeur qu'on est en train de produire. Et ce qui manque, je crois, dans la plupart des équipes, c'est qu'ils connaissent la pensée analytique, donc ils connaissent qu'ils doivent creuser des fois, mais ce qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils ne voient pas la valeur de faire, c'est d'essayer de monter en haut dans le système. Et essayer d'identifier ça pour eux, essayer de les convaincre en démontrant que voilà la valeur que vous poussez à avoir en essayant de voir un peu plus haut, c'est là où ils sont un peu plus coopératifs.
Des fois, l'instinct, c'est, OK, le procès me dit que je dois faire X, Y et Z, donc alors je vais essayer de le convaincre de faire X, Y, Z. Mais ce qui est mieux, c'est d'utiliser cette pensée systématique pour savoir pourquoi on est en train de faire X, Y et Z, et puis on se demande pourquoi ils ne sont pas en train de voir une valeur à ces choses que X, Y et Z peuvent nous aider à produire.